Donc, je suis Gilles Daguillet, je travaille chez ASI, un cabinet d'expertise numérique. Personnellement, je m'occupe de... Voilà, je suis porteur de l'offre Jalios, qui est une solution, on va dire, en restant générique, une solution pour mettre en place des plateformes collaboratives. Le sujet du jour, que je vais avoir le plaisir de vous... Je peux même enlever mon masque, d'accord, je vais donc le faire. Vous pouvez donc constater que je suis bien la même personne que sur la photo. Voilà, donc je vais avoir le plaisir de vous parler, de faire un retour d'expérience de projets menés ensemble avec nos clients autour de concept de réseau et de tout ce qu'on peut faire en matière de collaboration dans une structure, je vais détailler ça un petit peu après, une structure de réseau. Je vais commencer par donc vous rappeler, refixer un peu le fondamental, ce qu'on entend par réseau. Puisque c'est un mot qu'on emploie pour plein de significations dans le monde de l'IT. Là, en l'occurrence, moi, je vais l'utiliser sur un de ses sens. Parler un petit peu des enjeux qu'on peut rencontrer, les enjeux particuliers sur les domaines de la collaboration dans une structure en réseau. Et puis, pour finir, vous allez voir, je vais décliner sur les types de réseaux qu'on a eu l'occasion de rencontrer et de leurs particularités, donner quelques exemples d'usage mis en œuvre et rencontrés sur ces différents modèles de réseau. Donc, notion de réseau, j'ai trouvé une définition qui m'a bien plu parce qu'elle est très générique. Vous allez voir, on peut donc effectivement aussi l'adapter à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, un réseau, c'est un ensemble d'entités, de composants liés entre eux, qui sont liés entre eux. Ils permettent de faire circuler donc, des choses, des éléments finis, donc de la communication, du document, des paroles, des images, toutes sortes de choses, toutes sortes de médias. Et puis, ce qui est intéressant donc, dans cette définition et qui est très parlante dans le cas particulier donc, des réseaux collaboratifs qu'on met en œuvre, c'est que cette circulation, donc, elle peut être soit dynamique, soit en mode continu, de questions-réponses, soit en mode différé, donc discontinu, avec une consommation ou des interconnexions entre les différents acteurs en mode, on va dire, déconnecté ou en tout cas des temporalités différentes. Hop là. Donc on rencontre ces modèles de réseau donc typiquement dans le retail, la distribution, c'est ce qui nous vient en premier chef. Mais comme on va le voir dans cette slide et la suivante, même sur ce modèle de réseau de retail, on a des fois des particularités qui sont très importantes pour voir un petit peu la manière dont on va concevoir et mettre en œuvre de la collaboration dans un réseau de type retail. Donc le grand classique qu'on peut imaginer, c'est une tête de réseau, vous êtes tous à l'aise avec ce terme-là, qui va finalement être un chapeau sur un maillage de magasins qui sont identiques entre eux, on va dire, dans leur taille, dans leur problématique. Donc là, c'est vraiment le modèle le plus simple, une tête et puis un maillage, là j'en ai mis 4, dans certains cas ça peut être plusieurs centaines, donc de magasins qui sont reliés à cette tête de réseau. On voit un premier niveau de différence, de différenciation qu'il peut y avoir, où là, contrairement au réseau précédemment présenté, on n'a pas d'homogénéité dans les magasins qui sont rattachés à ces têtes de réseau. On va avoir des gros, des moyens, des petits, donc on voit bien ce qui se passe dans la grande distribution en France. Je ne vais pas m'autoriser à citer de marques, mais vous voyez très bien à qui on peut faire référence. Où on va avoir le magasin de proximité tout petit, un de taille intermédiaire, et puis un magasin de taille beaucoup plus grande. Et on peut parfaitement imaginer, on le verra après, que les services et les contenus, en tout cas tout ce qu'on doit faire avec ces différents composants du réseau, vont être différentes et strictement liées au fait de la taille. Donc cette notion de taille peut avoir un impact direct sur ce qu'on va devoir apporter comme service. On a une autre façon aussi d'avoir dans une logique comme ça de réseau de distribution, de voir des différences, c'est qu'on a des réseaux mixtes qui vont adresser des magasins, quelle que soit leur taille, qui vont être soit internes au réseau, donc propriété du réseau lui-même, ou alors des franchisés. Et là, assez naturellement, on peut imaginer que les relations qu'on va avoir entre ces têtes de réseau et puis les magasins, du fait qu'ils sont ou franchisés ou appartenant à l'enseigne, ne vont pas être les mêmes. Donc vous voyez, on est toujours sur une logique de réseau, toujours sur une logique de réseau de distribution, mais on voit bien qu'entre la tête et les magasins, la relation peut être très, 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 très variée. Un autre type de réseau qu'on a eu l'occasion de nous rencontrer dans les projets d'intégration chez ASI, avec la solution technologique Jalios,
et donc on va dire un fabricant, c'est un terme un peu générique, en tout cas quelqu'un qui fabrique ou du contenu en l'occurrence ou du contenu du service, a tout un réseau de distributeurs. Réseau de distributeurs voilà, auprès duquel il va avoir besoin d'apporter typiquement, c'est le premier besoin auquel on pense, bien, des documentations ou techniques ou commerciales. Bien, ce réseau-là, assez rapidement, et les clients dont je parle sont des clients qui ont un réseau donc, international, on voit que, vous voyez, une autre différence qu'on peut apporter, c'est que ce réseau-là, il va dépasser les frontières, les Europe et des fois bien plus loin, et on peut se heurter, donc c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas avoir à traiter avec des questions de multilinguisme, voire multiculturalisme. Donc ça aussi, ça apporte, on est toujours dans une logique de réseau, de partage de contenu, mais avec donc une particularité évidemment linguistique et culturelle. Un autre modèle de réseau qu'on a eu l'occasion de rencontrer, c'est voilà, celui de coopérative ou de centrale d'achat. On va avoir, donc, on continue à appeler ça une tête de réseau, même si évidemment ce n'est pas tout à fait la même signification que dans mes exemples précédents, qui vont en fait travailler des services ou des offres pour des adhérents. Et ces services et ces offres-là, ils vont aller les chercher auprès des fournisseurs. Donc vous voyez, là, on a aussi une hétérogénéité, puisque forcément, le lien entre cette tête de réseau et l'adhérent est évidemment pas du tout le même qu'entre cette même tête de réseau et ses fournisseurs. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Le dernier modèle, alors il y en a probablement d'autres, hein, peut-être que voilà, vous pourrez vous soulever par vos expériences propres à la fin de cette présentation, dans le cadre du jeu de questions-réponses, d'autres modèles de réseau que vous avez pu rencontrer dans vos expériences professionnelles. Mais en tout cas, nous, le dernier qui nous est venu en tête parce que c'est un cas qu'on a rencontré, c'est un regroupement de professionnels. Alors en l'occurrence, on a eu le cas tout dernièrement avec un réseau d'imprimeurs qui avaient envie de travailler ensemble sans forcément aller jusqu'à concevoir, mettre en place le modèle vu avant de centrale d'achat ou de regroupement très très structuré, mais en tout cas, il y a une petite tête qui va voilà, faire du lien entre un certain nombre de professionnels et leur donner du poids, leur permettre d'échanger de manière un petit peu plus fluide. Mais là aussi, j'y reviendrai plus tard. Donc on est là plutôt dans un réseau de professionnels structuré, mais moins structuré que sur la slide précédente. Donc voilà pour les différents modèles. Le tour, encore une fois, il ne prétend pas être exhaustif, hein, mais en tout cas, c'est les retours d'expérience qu'on a pu avoir, nous, avec nos projets. Les enjeux, là aussi, de manière non exhaustive, je pense, mais en tout cas, ce qu'on a pu nous rencontrer, c'est, première chose, un vrai besoin de personnalisation, puisque vous le voyez hein, sur les quelques exemples de types de réseaux montrés précédemment, eh bien, les populations auxquelles le réseau va devoir s'adresser avec une plateforme commune vont être donc des populations diverses, à différents titres, mais diverses, soit en taille, soit en leur capacité à se connecter, dans leurs besoins. Donc, on va avoir un vrai besoin d'adapter la plateforme et les services rendus, encore plus que sur n'importe quelle autre plateforme, mais on va devoir l'adapter, la personnaliser aux consommateurs de contenu et de services qu'on aura sur notre plateforme. Donc c'est un vrai enjeu, un enjeu central. Un autre enjeu, levé tout à l'heure par le réseau de fabricants et de distribution que je vous avais montré sur quelques slides avant, le côté linguistique, eh bien on va devoir, voilà, sur cette plateforme-là qui s'adresse à des gens de culture et de langues différentes, aller pousser évidemment les communications, les articles, les news, mais également tout le référentiel documentaire qu'on partage, les fameux deux techniques que j'évoquais tout à l'heure, eh bien on va devoir la pousser dans la bonne langue. Ok ? Donc ça, c'est une évidence, hein, mais il me semblait important de rappeler. Donc vous voyez, une vraie question de personnalisation qui est centrale pour ce type d'outils. Un autre point d'attention très fort hein, pour donc à la fois le déploiement et puis on va dire l'animation de ce type de plateforme, ça va être que ces publics, comparativement on va dire à des plateformes collaboratives, vous voyez des intranets ou des extranets, où les gens sont, on va dire dans le cas en tout cas des plateformes collaboratives, des intranets, le public est un peu captif. Hein, il va, si ce n'est tous les jours, en tout cas il va aller régulièrement sur sa plateforme et il n'en a pas 36 autres. Si je prends l'exemple de mon réseau de distribution tout à l'heure, on peut imaginer qu'un distributeur ne va pas distribuer que les produits du fabricant qui met cette plateforme. Il va y aller de temps en temps, de manière un petit peu, on va dire, épisodique, sporadique. Donc ces publics-là, qui vont être très peu souvent, bien, on va avoir, dans le cas du lancement de la plateforme, mais également de son utilisation au quotidien,
on a forcément un rapport particulier. Il faut qu'on soit particulièrement bon dans les messages qu'on pousse et dans la simplicité d'utilisation de la plateforme, puisque c'est des gens qui vont aller interagir avec cette plateforme très très peu souvent. Ils y viennent une fois, s'ils ne trouvent pas rapidement ceux qu'ils cherchent, ils vont trouver un autre canal. Ils vont continuer à rappeler, je reste sur mon exemple de fabricant, eh bien, ils vont faire comme ils faisaient avant, c'est-à-dire ils appelaient le responsable export ou je ne sais quoi, ou responsable de service après-vente. Ils vont dire, ben voilà, j'ai besoin d'une doc, ou ils vont lui envoyer un mail. Et tous les services qu'on voulait pousser au-delà de ce partage de contenu, je vous présenterai ça après, ben, tout ce qu'on voulait pousser en plus sur ces plateformes, eh bien c'est raté. Donc on a besoin d'être très 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 bon, à la fois sur la simplicité d'usage, mais aussi sur l'effort nécessaire qui doit être le minimum pour prendre en main cette plateforme. On en parlait un petit peu hier à une table ronde dans laquelle j'ai participé, c'était de se dire que par rapport à dans l'entreprise, qu'on soit dans un intranet ou dans ce type de plateforme de réseau, les gens attendent autant de simplicité que dans les outils qu'ils utilisent au quotidien le soir en rentrant chez eux. Et on nous a jamais envoyé un tuto pour utiliser Amazon ou n'importe quel signe, le site de la SNCF, pour réserver un billet de train. Ça doit être naturel. Eh bien, on doit s'inspirer de ça pour être aussi bon dans le service qu'on apporte dans le milieu professionnel qu'on l'est dans le privé. Donc la prise en main de la plateforme, son utilisation au quotidien, elle doit être la plus simple possible. Et on doit outiller de manière la plus facile d'accès possible aussi toutes les remontées d'expérience de nos utilisateurs pour améliorer l'expérience au fil du temps. Il faut que cette possibilité de réagir à l'utilisation de la plateforme, elle soit le plus simple possible. Donc vous voyez, je reviens sur des enjeux de personnalisation. Ils sont évidents puisqu'on a des populations par définition beaucoup plus variées que sur d'autres types de plateformes collaboratives. Et puis toute cette prise en main de la plateforme, toute la formation, tout l'accompagnement à l'utilisation, il doit être central dans ces projets, encore plus que sur d'autres projets. Évidemment, c'est central tout le temps, mais c'est accru sur ce type de plateforme de réseau. Je vais vous donner pour illustrer donc quelques exemples d'usage qu'on a eu rencontrés dans les différents modèles de réseau que j'ai présentés juste avant. Donc là, en l'occurrence, dans cette logique, vous voyez, de réseau hétérogène, franchisé, non franchisé, eh bien, alors ça serait vrai aussi pour tenir compte des tailles de magasins. On va pousser sur ce type de plateforme, typiquement, on va pousser de la com, et de la com qui va être ciblée par région, par population, par taille de magasin. On peut faire, c'est très très classique dans des réseaux de distribution, on va faire des campagnes qui vont on va dire, se flécher vers uniquement les magasins de proximité. Des catalogues qui vont être les catalogues du market, mais pas de l'hyper. On va faire des campagnes aussi, marketing, qui vont être dans une région, la région ouest, et pas la région est. Enfin, vous voyez un petit peu la logique. On peut avoir aussi donc des communications, des animations commerciales, ou même de la communication, qui va être différenciée, évidemment, si ce sont des magasins du réseau, en direct, donc des propriétés, ou alors des magasins franchisés. Toute la logique, par exemple, RH, forcément, ne va pas concerner les franchisés, enfin c'est une évidence, mais va concerner les magasins qui sont en propriété directe du réseau. Ce qu'on a, et c'est un cas qu'on a vécu sur 2021, alors je peux citer après tout, voilà, on va dire c'est un gros groupe de distribution assez centré ouest, dont le GIE est basé dans la région nantaise. Vous rechercherez pour en savoir un petit peu plus. Voilà, il y avait besoin de descendre dans les magasins et vraiment dans les gens qui font la mise en rayon, les gens les responsables de rayon et autres, ce qu'on appelle les communications pour action. Donc, une illustration rapide de ces actions-là, qui vont probablement parler à chacun d'entre vous, c'est il y a un souci sanitaire sur un produit, il faut sortir de rayon. Ça nécessite d'être à la fois envoyé avec énormément de vélocité vers le rayon, vers les gens qui s'occupent du rayon, et également il faut que la personne qui a poussé cette alerte-là, ou cette demande d'action, soit avertie de la réalisation de cette action. Et puis c'est éventuellement relancé si ça n'a pas été fait, parce qu'on est sur des questions sanitaires donc centrales pour lesquelles on a besoin d'une réactivité très très forte. Bien, ce type d'outil de distribution réseau, typiquement, permet d'aller toucher l'utilisateur final. Pourquoi pas même jusque sur, vous voyez, dans les entrepôts, les gens qui ont des lecteurs code-barres sur lesquels ils vont venir faire du picking pour aller mettre en rayon. Donc on peut vraiment comme ça aller vraiment sur le terrain au niveau le plus fin
pour envoyer des communications voilà, d'alerte qui nécessitent une réactivité très très forte. Donc voilà le type on va dire, d'usage qu'on a pu avoir à traiter dans une logique de réseau de distribution, donc de retail. Mon deuxième exemple de réseau, donc c'était les réseaux dits de distributeurs ou de partenaires commerciaux et notamment à l'export. Donc on a poussé le premier besoin, en l'occurrence de ce client qui me sert d'exemple, était d'aller mettre à disposition toutes les documentations techniques dans leur dernière version, dans la version linguistique correspondant au partenaire, en fonction de sa langue. Voilà. Donc tout ça, c'était le premier besoin, le besoin immédiat. La plateforme étant en place, on a réfléchi ensemble à des services complémentaires qu'on pouvait mettre en place, puisque la plateforme était déjà installée et utilisée par ces réseaux à l'international, national et international. Et donc, on a donné la possibilité à un certain nombre de fournisseurs de communiquer, pas de fournisseurs, de distributeurs, de communiquer pour travailler sur des problématiques communes. Chose qui était absolument impossible précédemment. L'outil auquel ils étaient tous connectés pour aller chercher de la documentation, permettait de pouvoir les mettre ensemble pour travailler sur des problématiques communes. On a pu mettre à disposition aussi, au-delà de documents techniques et commerciaux, des supports de formation qui pouvaient accompagner les distributeurs donc dans leur pays respectifs, dans leur domaine de chalandise respectif, des argumentaires commerciaux qui étaient travaillés donc, par le fabricant, tous ces supports-là étant du coup normalisés et un distributeur qui soit en Allemagne ou en Espagne, du coup, allait porter les mêmes messages travaillés par le producteur, le fabricant. Et puis, dernière chose, dernier service qu'on a pu mettre en œuvre sur cette plateforme, qui encore une fois est commune sur tous les acteurs distribution de ce fabricant, c'est donner une possibilité simple à réagir en fait avec donc son producteur, son fabricant, sur mon client final, il est très content de ce produit, mais il trouve qu'il y aurait peut-être cette amélioration de packaging, de présentation, même sur le produit final lui-même, qui pourrait être réfléchie. Cette remontée-là, qui auparavant pouvait être perdue parce qu'elle était faite par mail, par téléphone, en tout cas, elle pouvait se perdre un petit peu dans les méandres de la circulation de l'information, bien là, elle est remontée sur cet outil, simplement, je reviens sur cette notion de simplicité évoquée précédemment, et puis surtout, elle peut être capitalisée et on peut suivre la manière dont elle est traitée. Renvoyer au bon service, en responsabilité, par exemple le marketing s'il s'agit d'une question de packaging, ou aussi à l'équipe de production si c'est quelque chose strictement lié au produit lui-même. Donc en tout cas, elle n'est pas perdue, on peut foisonner, discuter, éventuellement se rendre compte que cette remontée, ce que j'appelle la remontée terrain, elle est commune à un certain nombre d'utilisateurs, ou en tout cas de distributeurs, et que donc il y a une vraie valeur à aller chercher dans le traitement de cette remontée. Autre cas de figure, cité précédemment, donc les centrales d'achat ou les coopératives, où on va avoir d'un côté donc des adhérents et de l'autre côté des fournisseurs, donc on va rapprocher. Eh bien, on a une plateforme unique d'échange, c'est-à-dire plutôt qu'un fournisseur à qui on va proposer un référencement qui va aller sur une plateforme et puis à côté un adhérent qui va aller sur une autre plateforme, on va tout ramener sur un et un seul endroit. Si on a, je ne sais pas, par exemple, on met en place des campagnes commerciales concernant des adhérents et ou des fournisseurs dans une plateforme technique, on va pouvoir l'exposer au même endroit que la plateforme sur laquelle on poussera des documents techniques, vous voyez, ou toutes sortes d'activités commerciales sur cette plateforme de communication. Donc voilà, l'idée c'est d'agréger tout ça sur une plateforme unique et le cas échéant, comme ce qu'on voyait précédemment avec les distributeurs qu'on pouvait mettre en relation pour les faire travailler ensemble, et bien là de la même manière, on va pouvoir mettre, pourquoi pas, certains adhérents, les faire travailler par exemple sur une nouvelle offre. En tout cas, on va essayer de tirer le maximum de services de cette plateforme sur lequel, idéalement journalièrement, sont connectés d'un côté nos fournisseurs et nos adhérents. On va pouvoir aussi développer toute cette logique d'espace thématique, aller travailler sur, je pense dernièrement à des gens qui travaillent dans le domaine du BTP, et bien aller avoir un espace sur lequel on va aller faire toute une veille un peu réglementaire, par exemple sur les utilisations et toutes les normes autour de l'usage du béton. Vous voyez, donc voilà, un exemple d'espace thématique qui peut être mis à disposition et des adhérents du réseau, mais également des fournisseurs qui peuvent, le cas échéant, si on le décide, aller contribuer, ça veut dire donc pousser de l'information sur cet espace thématique.
Et là aussi, puisqu'on a une brique, la plateforme donc poussée par Gelos qu'on intègre, on a une brique de learning, donc de LMS, de learning, qui est très très aboutie, eh bien on peut aussi, alors là en l'occurrence ça va plutôt se destiner aux adhérents, eh bien aller travailler des supports de formation qu'on va mettre à disposition de nos adhérents. Donc on a cette capacité de fabriquer du contenu qui peut intéresser tous nos adhérents, mais ça va faire partie des services qu'on va leur proposer et justifier en quelque sorte eh bien, les coûts de participation au fonctionnement du réseau. Hein, donc l'idée, c'est de produire du contenu, du service et le mettre à disposition du réseau d'adhérents. Dernier exemple que je voulais illustrer avec donc, des cas d'usage était mon regroupement de professionnels, souvent des PME, des petites entreprises qui n'ont pas les moyens ou le temps de travailler là aussi sur du réglementaire, là aussi sur par exemple des recherches, des qualifications d'outils. Hein, voilà. Moi, je veux me racheter un PC. Qu'est-ce que je dois acheter? Eh bien, probablement que je vais prendre n'importe quel produit du marché parce que je n'ai pas moyen de m'y intéresser particulièrement. Au niveau du réseau qui anime tout ça, il y a des gens, donc c'est un peu plus le métier, des experts IT qui vont préconiser, par exemple, du matériel pour tous les membres de ce regroupement de professionnels pour leur dire, voilà, là, il y a des promos sur tel type de produit, ça marche bien, on a très peu de retours. En tout cas, apporter du service. Bon, là, c'est un exemple IT, mais on pourrait avoir la même chose, par exemple, sur tout ce qui est RH juridique, hein, où on peut être, on va dire, un petit peu sous-outillé en tant que professionnel, parce qu'on est une PME et que notre produit, pour reprendre mon exemple des imprimeurs de tout à l'heure, c'est de vendre du travail d'impression, hein, et le côté RH, bien entendu que ça fait partie de mes activités, mais ce n'est pas le cœur de mon métier, mon cœur de métier. Donc je vais déléguer en quelque sorte toute cette collecte d'informations et de ce maintien en connaissance à ma tête de réseau qui va me distribuer l'information. Et de la même manière, je vous expliquais dans ma slide précédente qu'on pouvait mettre des adhérents en relation pour qu'ils puissent travailler par exemple des nouvelles offres. Eh bien là, on peut mettre très très simplement à disposition des adhérents de ce regroupement de professionnels des espaces où par exemple ils vont pouvoir se partager des appels d'offres. Je pense à un exemple précis ça va être livré rapidement. J'ai pas moi la capacité à produire la totalité de cet appel d'offres, mais si je suis bien placé, eh bien je vais le proposer de le sous-traiter en partie à un membre, un collègue, un confrère de mon réseau. La circulation de cette information-là, précédemment, elle pouvait se faire par mail, par téléphone. Donc évidemment, avec les limites de l'efficacité de ce type d'outil, bien sur une plateforme comme ça collaborative, on va mettre les gens en commun. Évidemment, on va gagner en réactivité et on va être capable de répondre à notre client rapidement un oui, avec beaucoup plus de facilité et de vélocité qu'on aurait pu le faire précédemment avec des outils classiques. On va pouvoir aussi, alors ça c'est un exemple qui m'a été donné, j'ai un collaborateur très très bon qui veut changer de région pour des raisons qui le concernent. Je trouve ça dommage qu'il parte à la stricte concurrence. Eh bien, je vois que ça fait penser à certains des membres de cette audience des choses vécues. Je vais finalement le recommander à un des partenaires de mon regroupement de professionnels par ce canal pour qu'il continue, que son expertise, son expérience, que moi j'ai validé au quotidien, sortent pas du réseau. Voilà, typiquement le genre de choses qu'on peut mettre en place. Et puis dernière chose aussi, je vais vous donner l'exemple donc, de veille réglementaire ou veille technique un petit peu, qui pouvait y avoir travaillé par la tête de réseau. Bien, de la même manière, cette tête de réseau, suivant comment elle est outillée en capacité de le faire, peut travailler des supports de formation sur des outils du quotidien, comment bien communiquer sur les réseaux. Enfin voilà, la liste d'usages, elle est, on va dire, sans fin. Donc voilà ce que je pouvais vous donner comme dernier exemple sur les regroupements de professionnels. Avant de passer à la phase de questions-réponses, où je vais vous laisser la parole, en quelques mots sur ICI. Donc on est un cabinet d'expertise numérique intervenant sur différents domaines du cadrage, la conception jusqu'à la réalisation, et également sur tous les aspects change et formation qui peuvent accompagner, on va dire, des projets de transfo. Alors 27, c'est bientôt 28 années d'existence, avec plus de 10 ans, bientôt, je dirais plus de 10 ans sur les problématiques ou les questions de plateformes collaboratives.
Une taille moyenne pour nos types de métiers, à 450 personnes, avec un positionnement plutôt ouest, mais pas seulement, une grosse activité de conseil sur le bassin parisien. Voilà, puis une centaine d'années d'actifs et un CA qu'on espère autour des 40, un peu plus de 40 pour l'exercice courant.